bonsoir à toutes et à tous. Je tiens à vous remercier pour votre participation à la table ronde au nom de l'association Tourisme Ultramar et du comité que je représente en tant que président. Donc, on a décidé d'organiser cette table ronde autour du tourisme responsable dans les pays en développement. Donc, dans le cadre de l'année 2017 qui est déclarée par l'Organisation mondiale du tourisme comme l'année du tourisme durable. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Daniel Vermus, notre modérateur. Voilà, alors on va essayer de parler sans micro. Vous nous dites si ça va. Puis si ça ne va pas, on ira au micro. Voilà. Alors, je ne vais pas introduire longtemps le sujet. J'aimerais juste partager avec vous une ou deux petites expériences ou pensées qui me sont venues lors de mes voyages. Donc moi, je suis journaliste. J'ai travaillé pendant 5 ans à l'agence de presse Info Sud, que certains d'entre vous peut-être ont connue parce qu'elle n'existe plus maintenant. Et cette agence publiait dans les journaux de Suisse romande, de Belgique et aussi d'Afrique des reportages sur les questions nord-sud, les enjeux de développement, mais des reportages qui pouvaient s'adresser à un grand public, pas du tout spécialisé. Et donc on a publié environ 20 000 articles pendant cette période qui s'est terminée vers 2010-2011. Et à l'occasion de ces voyages qui m'ont permis donc de faire des reportages dans plus de 50 ou 60 pays en développement, j'ai eu l'occasion de voir des situations de tourisme aussi. Ce n'était pas le but principal de mes voyages, mais enfin, il y avait quand même, cette composante était présente. Je me suis, par exemple, trouvé dans un hôtel de Mövenpick à Luxor, en Égypte, et j'ai vu comment on montrait un pays aux touristes, à la fois les Égyptiens et les responsables de cet hôtel, comment on vend un pays. Évidemment, ce n'est pas du tout le pays qui existe réellement. Il suffit de faire quelques mètres, quelques dizaines de mètres, on se trouve dans des petites ruelles, et puis là, on est dans le vrai pays, mais les touristes n'y vont pas, ou très peu. Donc, j'ai eu plusieurs fois cette idée qu'en fait, c'est une rencontre ratée. Les gens ont envie de découvrir, les gens de chez nous, et les gens de là-bas aussi ont envie de connaître ces gens qui viennent de loin. Ils ont aussi des images sur l'Europe, sur le monde développé, et ils sont souvent très accueillants, très hospitaliers, et en tout cas très désireux de connaître. J'ai même écrit une fois un article aussi sur l'Égypte qui s'appelait « Laissez-vous arnaquer ». Et en fait, c'était le contact avec des vendeurs d'objets, de souvenirs, et puis un marchandage qui s'en suivait. Puis en fait, moi j'ai joué le jeu, comme ça, juste pour m'amuser, mais aussi pour connaître cette personne qui vendait, pour essayer de savoir ce qui se passait. Et en fait, au bout d'un moment, il m'a avoué, mais moi, l'argent, c'est pas ça qui nous intéresse tellement, c'est l'entrée en contact. Et puis le commerce, c'est à ça que ça sert. Pour nous, c'est ça qui est important. D'ailleurs, ils nous offrent du thé, etc. Et finalement, après un marchandage très très rude, on a oublié tout ça. Je me suis retrouvé à boire un thé chez lui, dans sa famille. Donc, c'est des contacts qui se créent, qui peuvent se créer, mais la plupart du temps, ils ne se créent pas. Parce que le tourisme n'est pas fait pour ça, le tourisme industriel. Donc, de ces expériences, j'ai tiré juste 2-3 pistes dont on pourra peut-être discuter plus tard. C'est donc d'abord de voir qu'il y a un potentiel de rencontres qui pourrait être profitable aux deux parties, donc aux touristes occidentaux développés, enfin de pays développés, et aux populations des pays visités, mais qui ne l'est pas pour l'instant, ou très peu. Et ce qui est aussi étonnant dans mes constats, c'est qu'un bon pourcentage de voyageurs occidentaux qui sont dans des circuits de tourisme industriel de masse seraient absolument désireux de rencontrer des familles de ces pays
les rares fois où j'ai vu que ça se produisait, c'était une révélation, c'était un grand moment pour tout le monde d'aller prendre le thé dans une famille, de voir des enfants, de parler avec la mère, etc., d'échanger comme ça des choses toutes simples. Et ça aussi, c'est très rare. Donc, même dans le tourisme de masse, il y aurait des gens qui seraient prêts à tenter cette aventure. Donc, il y aurait, entre guillemets, un marché pour ça. Bien sûr, on ne va pas ramener cette idée-là à quelque chose de mercantile, mais en tout cas, le besoin existe. Et la troisième chose aussi, alors, qui m'a frappé, c'est que j'ai visité beaucoup de projets de développement à travers des ONG ou des agences de l'ONU ou de coopération internationale qui m'avaient invité à visiter des projets. Et là aussi, certains projets sont extraordinaires en tant qu'aventure humaine, en tant que démonstration qu'on peut changer les choses, que les gens prennent en main leur destin. Et je pense juste par exemple à un peuple d'Amazonie péruvienne qui est spécialiste des plantes médicinales et qui m'ont fait visiter tout leur savoir, la richesse de leurs plantes dans la jungle. À tous les quelques mètres, ils s'arrêtent, ils me disent « Ah, ça c'est une plante, c'est pour les règles des dames, ça c'est pour la prostate, mais nous on n'a pas ce problème. » Regarde celui-là, c'est une tige comme ça qui tourne autour d'un petit tronc de buisson, une tige qui tourne autour comme ça, avec une fleur au bout. C'est une fleur, c'est comme si c'était un serpent en fait, c'est très bizarre. Et bien ça, c'est pour le ver solitaire. Et c'est très curieux parce que beaucoup de plantes ont un peu la signature énergétique ou la signature visuelle de l'organe ou du problème que ces plantes peuvent soigner. Et ces gens savent très bien ça. Alors ça m'a donné l'idée, bon peut-être on ne pourrait pas faire du tourisme de masse dans des villages amazoniens, mais par contre il pourrait y avoir un tourisme de professions spécialisées qui pourraient être intéressées, par exemple des professions médicales ou paramédicales, des infirmières, des naturopathes, des médecins, seraient sûrement très intéressés à visiter ce village et parler avec les naturopathes qui se trouvent là-bas, avoir un échange professionnel. On peut dire la même chose des pêcheurs ou des menuisiers ou des paysans, de chez nous et de là-bas. Certainement, il y aurait un potentiel là-dedans. Alors voilà, je m'arrête là. C'est juste pour lancer un peu 2-3 idées. Je vous présente maintenant nos intervenants. Je vais commencer à ma gauche par Raphaël Matos Vazen, qui est donc géographe, spécialiste du tourisme des aires urbaines ainsi que du tourisme patrimonial. Il a travaillé avec l'UNESCO, particulièrement avec le centre qui se charge du patrimoine mondial. Il travaille actuellement à l'Institut du tourisme de Sierre, donc c'est une HES, et c'est la principale école d'enseignement et de recherche dans le secteur touristique en Suisse. Voilà, je lui cède la parole. Principale école. Bon, l'une des importantes, voilà. D'accord, n'est pas la principale. Ok, alors merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Vous me dites si au niveau de la voix ça va. Voilà. Alors, je vais essayer de faire un petit tour d'horizon du phénomène touristique et œuvrer un peu en tant qu'avocat du diable, susciter un certain nombre d'interrogations, de donner quelques pistes pour le débat tout à l'heure. Alors bon, vous avez tous pratiqué le tourisme, nous avons tous pratiqué le tourisme ici. C'est une activité extrêmement importante au niveau mondial et on calcule que le tourisme représente environ 10% du produit mondial brut et qu'en même temps, cela concerne 10% de la force de travail. 10% des gens travaillent dans ce domaine-là. Et puis, la première image. Et vous avez une agence onusienne qui s'appelle l'OMT, Organisation mondiale du tourisme, qui fait partie du giron des Nations Unies depuis quelques années en arrière, qui s'occupe de statistiques et autres. Tout à l'heure, le président de l'ONG a parlé de l'année internationale du tourisme durable pour le développement. Voilà, nous y sommes en plein. Donc ici, vous voyez un peu
les prévisions et l'état actuel du tourisme. Nous sommes en 2015 à peu près. Et donc, cette année-ci, 2017, on peut calculer qu'il y aura 1,2 milliard d'arrivées touristiques internationales. C'est-à-dire des gens qui vont traverser une frontière internationale pour aller séjourner dans un autre pays pendant au moins une nuit dans un but touristique, de formation ou autre, mais pas des voyages professionnels rémunérés, disons-le comme ça. Et l'expansion se poursuit. Au premier semestre de cette année, l'OMT a calculé que le tourisme a augmenté de 7% par rapport à l'année passée. Donc il y a chaque fois un taux de croissance assez considérable, 4, 5, 7, 8%. Et donc c'est énorme, bien évidemment. Même lors de la crise de 2007-2008, ça a relativement peu concerné le tourisme. Il y a eu une baisse du taux de croissance, mais ça a perdu quelques plumes, mais le retour a été assez fort. Et puis, pour parler de l'Afrique, les prévisions tablent sur une croissance de 10% cette année en Afrique, dont notamment en Afrique du Nord, plus 16%. La situation politique s'est un peu stabilisée, disons, il n'y a plus d'attentats ces derniers temps, donc les touristes affluent nouveau, on oublie assez rapidement ce qui s'est passé. Mais bon, 1,2 milliard, on pourrait croire que cela concerne donc environ 15% de la population mondiale. Vous prenez 1,2 milliard sur 7,5 milliards d'êtres humains, mais en fait, il y a peu de gens qui peuvent se permettre le luxe de voyager. C'est environ 5 à 10% maximum. Maintenant, il y a les Chinois de classe moyenne supérieure qui voyagent, les Indiens, etc. Et dans les pays occidentaux, on dit maintenant que le tourisme, c'est un droit humain. On a le droit, même le devoir carrément de voyager, de dire à ses collègues ou à sa famille, j'étais à Madagascar, j'étais à l'île Maurice, que sais-je, ou en Bolivie, et ça en jette quand même. Donc voilà, peut-être qu'il faudrait prévoir une meilleure répartition du tourisme quelque part. Bon, ça d'un côté, d'un autre côté, il y a les impacts du tourisme. Le tourisme, depuis sa naissance, le tourisme moderne, au milieu du 19e siècle, exerce des impacts. Ça, on l'a vu même en Suisse, dans les régions de montagne, et dans certaines villes, etc. Donc il y a des impacts, qui soient économiques, écologiques, sociaux. Et bon, milieu du 19e siècle, c'était un voyage pour les happy fews, le tourisme, la bourgeoisie et autres. Et ensuite, il y a eu la démocratisation, les congés payés, par exemple les 30 glorieuses qui sont passées par là, qui sont enterrées définitivement maintenant, et c'est sûr. Mais bon, donc le tourisme laisse son empreinte. Il y a un écrivain, poète et journaliste allemand qui s'appelle Hans Enzensberger, et qui a dit quelques années en arrière, « Le tourisme détruit ce qu'il cherche par le fait qu'il le trouve. » Donc c'est assez intéressant. Le tourisme détruit ce qu'il cherche par le fait qu'il le trouve. Bon, c'est un peu provocateur, bien évidemment. Donc, et c'est pas que le tourisme de masse qui peut exercer des impacts plus ou moins néfastes ou plus ou moins positifs aussi, ça existe. Vous avez aussi des types de tourisme plus extensifs. Et si vous avez 10 touristes dans un village amérindien de 50 personnes, bon, voilà, l'impact est là quand même. Donc le tourisme est un consommateur de population et d'espace, mais il y a bien d'autres impacts. Mais tout dépend aussi du type de tourisme. Et bien évidemment, est-ce que c'est tourisme masse? Est-ce que c'est tourisme backpacker, de routard, donc touristes élitaires? Vous avez même une tendance qui s'appelle le tourisme des last days, en anglais, ou doomsday tourism, et tourisme catastrophe, dont on va voir par exemple l'Antarctique avant qu'il n'y en ait plus, ou les glaciers avant que les glaciers aient complètement disparu, etc. Donc voilà, maintenant on parle de tourisme durable. Et tourisme durable, c'est vraiment l'objectif qui devrait être idéalement atteint, le prochain, voilà. Voilà, et ça on le voit ici. Ici vous avez un modèle théorique qui vous explique un peu la croissance du tourisme à travers le temps. Donc
il y a les lieux qui au début ne connaissent pas le tourisme. Et donc il y a une phase de mise en tourisme dans le territoire. Un endroit est découvert, un lieu devient touristique. Au début, c'est quelques explorateurs, quelques gens qui sortent un peu des sentiers battus. Et il y a ensuite la phase B, où c'est les habitants du lieu qui se disent qu'ils auraient peut-être quelques chances de gagner un peu d'argent supplémentaire en proposant quelques plats ou donc le couvert ou alors un lit, etc. Et plus tard, conformément, la croissance du tourisme se poursuit. Vous avez la phase comment est-ce qu'on pourrait arriver? La prise de contrôle du tourisme par des agents extérieurs, que ce soit des chaînes hôtelières ou autres, etc. Donc l'idée du tourisme durable, ça, vous le voyez ici avec les lignes horizontales plus hautes, il y a une capacité de charge. On ne peut pas avoir plus que tant de touristes dans un territoire pour des raisons écologiques, pour des raisons psychologiques. Combien de touristes supportent la population locale, par exemple? Donc, différentes choses. Mais bon, le tourisme durable, comme la notion de développement durable en général, est censé respecter les fameux 3 piliers, économique, environnemental et socioculturel. Et on oublie très souvent le pilier socioculturel ou social. On ne parle que d'environnement, que d'économie, etc. Donc, en fait, le but du tourisme durable, c'est de maximiser les bénéfices pour la population locale et de minimiser les impacts sur l'environnement ou autre. Et donc, ça implique qu'il y ait une planification du tourisme. Le tourisme doit être un peu planifié quelque part dans le cadre d'une planification plus large. Et donc, c'est vraiment important. Mais bon, il y a des problèmes de définition. Qu'est-ce que le tourisme durable ? Vous allez demander à des scientifiques ou à des acteurs touristiques, chacun ira de sa propre sauce en quelque sorte. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup d'éco-blanchiment, de greenwashing par rapport à ce sujet-là. 2 minutes, voilà. Déjà hier, j'ai dû subir les affres là, du temps qui m'était compté. L'écotourisme, c'est pareil, voilà. Il y a un peu de tout, bien sûr. Mais bon, tourisme durable, on pourrait imaginer que ce soit par exemple un tour à vélo de la Nouvelle-Zélande. Voilà, le vélo c'est génial, c'est très durable, très vert, etc. Mais bon, on oublie très souvent le transport, la mobilité. Et le tourisme est l'un des principaux responsables des émissions de CO2 de par la planète. Sans oublier l'empreinte écologique en général, ce que consomment les touristes, ça et là. Bon, il y a d'autres pistes, je ne vais pas toutes les évoquer. Le tourisme communautaire, on en parle beaucoup, c'est une idée intéressante. On dit souvent que c'est la panacée. Faisons ou intégrons la population locale dans les projets touristiques et tout, mais on oublie que dans les communautés locales, il y a des rapports de force. Il y a des gens qui dominent peut-être d'autres couches de la population, etc. Donc il ne faut pas oublier ces questions-là. Et bon, en fait, la population devrait décider, mais de manière démocratique et tout. Et 2-3 autres pistes, et j'aurais arrêté, c'est bon ? C'est parfait. Ouais, d'accord. Très souvent, lorsqu'on demande aux touristes qui vont dans les pays du Sud, comment a été votre expérience ? Et par exemple, je me souviens d'avoir vu un reportage avec des touristes français au Mali. C'était génial, pourvu que les habitants de ce village restent comme ils sont. Mais imaginez, c'est faire preuve d'égoïsme. C'est aux populations de décider comment elles veulent se modifier, se transformer. C'est elles qui prennent ce genre de décision, bien évidemment. Et puis bon, une culture statique, ça voudrait dire que c'est une culture morte. Par définition, une culture change, se transforme, se modifie, j'arrive. Et puis, le troisième, ça c'est très drôle comme caricature, et il faudrait voir la légende, on la voit la légende, on la voit pas, oui, voilà. Il y a les anthropologues qui arrivent, cachons nos appareils modernes, voilà. Donc, ça pour vous dire qu'il y a aussi une mise en scène, les habitants, ils sont pas bêtes,
de loin pas. Ils savent ce qui fait plaisir aux touristes. Ils transforment aussi les objets qu'ils fabriquent, hein, les artisans et tout. Voilà, on les dénigre souvent ces objets, mais voilà, ça colle aux desiderata, excusez-moi, des touristes et compagnie. Dernier point, et donc il y a beaucoup de bonne volonté de part et d'autre, de la part des touristes aussi. Et on sait très bien comment il faut se comporter, respecter les cultures, et essayer de voyager moins, etc. Donc, sur le plan des idées, on sait très bien comment se comporter, mais de notre côté, nous avons la réalité, c'est-à-dire l'hiatus entre l'idéal et le réel. On est des êtres perclus de paradoxes, de contradictions, etc. Donc, l'idée finale, et je m'arrête là, ça fait 3 fois que je dis que je m'arrête, c'est qu'il faudrait peut-être sensibiliser non seulement les touristes, mais de proposer dans les écoles des pays occidentaux, par exemple, une éducation au tourisme. Comment se comporter et montrer aussi les impacts du tourisme, etc. C'est une activité qu'on pratique tous, chaque année, même plusieurs fois par année. Un de mes étudiants, il a fait 30 voyages par avion en une année, par exemple. Donc imaginez l'impact. Il faudrait vraiment éduquer les gens pour parvenir, comme disait Daniel tout à l'heure, à une véritable rencontre touristique qui soit profitable à tous. Voilà, je m'arrête là. Désolé d'avoir abusé. Non, 10 minutes quand même. 10 minutes. On pourrait encore vous écouter longtemps parce que c'est passionnant. Et vous allez certainement y revenir quand on va dialoguer avec la salle. Donc il n'y a rien de perdu. D'accord. Alors j'introduis maintenant ma voisine de droite, Madame Milasoa Cherel-Robson. Je ne sais pas si je prononce juste. Voilà. Vous êtes économiste à la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, qui est une très importante agence de l'ONU, la section africaine de cette agence. Et votre mission première inclut notamment la gestion de programmes permettant de maximiser le développement des pays à travers les marchandises agricoles et minérales en Afrique. Et vous avez travaillé aussi vous avez mis en application les nouvelles politiques d'investissement pour le développement durable. Vous corrigez, si jamais. C'est juste ? Ça va. Parfait. Vous complétez. Alors merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, parce que c'est toujours un plaisir pour nous de voir que les questions sur lesquelles nous travaillons intéressent aussi des associations et qui sont ouvertes à échanger au-delà des thématiques ou des zones géographiques propres à leurs activités. Tout d'abord, je vais commencer par poser la question de tourisme responsable. C'est vrai que ma première réaction en voyant le titre a été de me dire, est-ce que tourisme responsable, c'est tourisme durable, ou est-ce que le tourisme responsable fait allusion à tout ce qui est activité des entreprises en termes de responsabilité sociétale, le corporate social responsibility, etc. Et puis, enfin, je me suis dit, est-ce que le tourisme responsable fait appel aux touristes responsables ? Puis quelque part, je pense que c'est un intitulé qui peut-être est plus ouvert et qui interpelle véritablement les touristes, les gouvernements, les entreprises, parce qu'il a vocation à être responsable ici et maintenant. Parce que c'est vrai que l'appellation, l'intitulé de durable, on s'est aperçu dans le cadre de notre travail que ça peut être compris de manière différente, mais surtout au-delà des 3 critères qui ont déjà été mentionnés, donc durabilité sociale, économique et environnementale, ça a tendance à donner une connotation projetée dans le temps, durable dans le temps. Donc moi, à la limite, c'est pas trop mon affaire parce que c'est dans le temps, c'est la durabilité dans le temps, c'est pas ici et maintenant. Le tourisme, dans le cadre d'un travail qu'on a entrepris et qui a été publié cette année à la CNUSED, le tourisme en Afrique au service d'une croissance transformatrice et inclusive, est un secteur vraiment très important pour la grande majorité des pays.
des pays comme l'Afrique du Sud, donc c'est-à-dire des pays classés comme étant un revenu moyen élevé par rapport aux standards africains, à des pays les moins avancés, comme le Mali, avec donc un revenu par habitant nettement plus inférieur. Donc toutes sortes de structures économiques à travers le continent, tout type de climat. Quand on observe ces économies-là, surtout celles qui n'ont pas des ressources naturelles comme le pétrole ou les minerais sur lesquels cibler des sources de revenus pérennes et conséquents, tous ces pays donc, misent énormément sur le tourisme. Donc, ce qu'on a pu montrer dans le rapport, c'est que le tourisme génère, donc ces dernières années, environ 21 millions d'emplois en Afrique, tout confondu, tous aspects de la chaîne des valeurs confondus, mais principalement des emplois directs, et qui représentent donc 7% en moyenne au niveau du continent. L'autre aspect, je pense, qui est très important aussi à souligner, donc l'aspect inclusif du secteur touristique, parce que c'est un secteur qui emploie principalement des femmes et des jeunes. Or, l'Afrique est le continent où la population en âge de travailler, malgré les taux de fertilité qui diminuent, de natalité, qui diminuent dans je dirais presque la totalité des pays, hormis peut-être 2 ou 3 exceptions, la population en âge de diminuer, elle, continue à augmenter. Et on prévoit que jusqu'à 2050, l'Afrique devra créer 55 000 emplois par jour pour faire face à cette jeunesse qui peut être une force, mais qui peut aussi représenter une source potentielle d'instabilité sociale, politique, si les emplois ne sont pas présents. Donc je commence par ces messages très importants parce que, et là j'en viens au rôle de la CNUSED, nous travaillons principalement à conseiller les gouvernements sur les politiques publiques. Donc ce qui nous importe, et je pense que c'est d'intérêt pour ce sujet, ce qui nous importe dans ce qu'on essaie d'entreprendre, c'est d'essayer d'évaluer donc de manière rigoureuse, donc à travers des analyses économiques, des analyses de commerce, de stratégies sectorielles, etc., de manière rigoureuse, quels sont les choix qui se présentent au gouvernement pour faire face à leur responsabilité première, qui est celle de nourrir sa population, c'est-à-dire offrir un cadre général de politique publique et d'infrastructures et de potentialités qui puissent se développer de manière pérenne pour offrir ces conditions de base à sa population, et puis surtout dans la durabilité pour créer des emplois et pour faire rentrer donc des sources de revenus conséquents pour faire face à leurs dépenses sociales, c'est-à-dire les dépenses en matière d'éducation, de santé, etc. Et dans le cadre du secteur touristique, a priori, quand vous posez la question au ministre du tourisme dans la majorité des pays africains, comme dans d'autres secteurs d'ailleurs, le mythe qui se répand, c'est que oui, on veut attirer des grands investisseurs. Alors tout le monde veut attirer des grands investisseurs, qui va créer des emplois, qui va vraiment moderniser le tourisme, etc. Or nous, ce qu'on a pu démontrer dans le rapport, c'est que ces grands investisseurs en question, certes, dans des pays très ciblés comme le Maroc et la Tunisie qui ont fait ce choix-là, font rentrer des centaines de millions de dollars en termes de revenus chaque année, mais en termes de création d'emplois, même si c'est conséquent, la question reste quand même, concernant leur durabilité, sociale peut-être, économique peut-être, mais environnementale, peut-être pas. Et ce troisième aspect, de plus en plus, impacte les 2 premiers. C'est-à-dire face à la multiplicité, à la fréquence de tout ce qui est catastrophes naturelles, non prévues, etc., la question environnementale commence à vraiment prendre de l'ampleur au niveau des décideurs politiques. Or,
pour vous démontrer un peu la complexité des choix, donc j'en reviens aux choix publics au niveau national, quand on voit des pays comme l'Afrique du Sud qui ont une combinaison, enfin un mélange de gros investisseurs avec des petits investisseurs qui sont ciblés dans l'écotourisme, où on a l'impression qu'en effet ils respectent vraiment toutes les normes en matière environnementale, ou du moins essaient de faire en sorte de respecter ces normes-là. Quand on regarde l'impact en termes de sources de revenus au niveau du pays, il n'est pas conséquent. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, les effets intersectoriels, c'est-à-dire qu'un secteur, pour s'installer dans la durée au niveau bénéfice pour le pays, doit avoir des centres d'approvisionnement locaux, donc faire vivre l'agriculture locale, doit avoir des centres d'approvisionnement tout au moins régional, au niveau régional si ce n'est pas au niveau national, en matière de fourniture pour tout ce qui est bien d'équipements nécessaires aux infrastructures hôtelières, etc. Or, un pays comme l'Afrique du Sud, 70%, quand on regarde sur la chaîne de valeur, 70% bénéficient à des entreprises étrangères et non pas locales. Et cela, les compagnies touristiques qui se fournissent à l'étranger ne sont pas uniquement de grands groupes qui seraient très facilement pointés du doigt, mais aussi toute cette activité donc, de niche, l'écotourisme, tout le branding autour de cela. Une grande partie de leur ressource d'approvisionnement n'est pas locale. Donc, si vous voulez, dans le cadre de notre travail à la CNUSEL, et j'en reviens à notre mission première, c'est de faire en sorte que les gouvernements puissent avoir une stratégie de développement qui s'installe dans la durée, et pour que ça s'installe dans la durée, qu'il y ait une durabilité sociale et économique, il faut qu'il y ait des liens intersectoriels multiples, qu'un secteur ne se développe pas uniquement dans son coin, malgré une création d'emplois qui pourrait paraître être intéressante à court terme, mais que ce secteur-là se développe en ayant des attaches importantes avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'agriculture, les activités industrielles légères, parce que la plupart des pays africains ne sont pas encore compétitifs au niveau mondial pour tout ce qui est grosses activités industrielles, mais légères, transformation légère, oui. Mais quand vous avez je dirais des repas qui sont importés de l'étranger parce que les touristes, parce que la réalité elle est là et on en revient à cette responsabilité qui est du touriste lui-même, qui sont importés de l'étranger parce qu'il ne peut pas manger des bananes plantains. Donc on est dans le cadre d'un secteur touristique je dirais vraiment une niche où les gens paient énormément d'argent pour être là, donc très faible empreinte environnementale a priori. Mais quand vous voyez les repas qui sont importés parce qu'ils doivent être adaptés donc à la consommation, au goût et aux préférences des touristes qui veulent manger du pain au chocolat au petit déjeuner, ou voyez, l'empreinte environnementale soudain change. On n'est plus à ce qui apparaît dans les publicités comme étant le retour à la nature, etc. Donc ça, c'est la première conclusion que je voulais tirer. Cela ne veut pas dire que ces niches-là, donc, que dans le jargon de ce soir, seraient qualifiées de responsables. Je dirais ça n'enlève en rien leur potentiel en termes de création d'emplois. Parce que si vous prenez par exemple le cas de la Namibie, la création d'emplois dans le cadre des réserves naturelles, donc protégées, etc., parce que le gouvernement a fait le choix de développer ce secteur-là, est passé de quelques milliers, de quelques centaines de personnes il y a encore quelques années, à 1512 emplois à temps plein en 2011 et en temps partiel, donc plus de 10 000 emplois. Et en termes de rentrée, donc de revenus dans le secteur, il y a eu un bond de 75 000 $ environ en 1998 à presque 4 millions de dollars en 2011. Donc le potentiel, il est réel. Et de même, donc, l'exemple du Mali, où quand je parlais de tourisme inclusif, 82% du secteur touristique au Mali, qui quand même demeure composé de petites unités, même s'il y a des hôtels
qui paraissent être quand même déjà dans une ambition d'infrastructure plus conséquente qu'au départ, mais ça demeure être de petites unités quand on regarde les standards internationaux. Emploie 82%, c'est l'un des proportions les plus élevées qu'on ait sur le continent, 82% de femmes, tout hôtellerie, mais aussi restauration, etc., confondu. Donc le potentiel, il est là. En pratique, cette année, donc avec l'année internationale du tourisme, il y a eu pas mal d'activités au sein même des agences des Nations Unies pour participer à cette prise de conscience donc, de la durabilité environnementale, sociale et économique. En pratique, ça reste, je dirais, des discussions entre agences des Nations Unies et gouvernements et quelques campagnes d'information. Parce que ce qu'on constate par ailleurs, et ça on le met en avant aussi dans le rapport, c'est que ceux qui influencent réellement le secteur restent encore les grands groupes qui, comme dans d'autres secteurs sur lesquels on travaille, qui ont le pouvoir de passer outre de toutes les manières les politiques publiques, les ciblages je dirais, de niches que le gouvernement souhaiterait avoir. Il y a quand même quelques exemples de pays qui arrivent à mettre en œuvre leur vision pour le secteur touristique, et je vais m'arrêter là, notamment les Seychelles. Mais encore une fois, cette vision de vouloir protéger la nature, d'avoir vraiment un tourisme attaché à la nature, etc., il reste à prouver qu'elle puisse survivre dans la durée en termes de recettes pour le gouvernement. Jusqu'à présent, je pense que ça reste un des cas avec, je dirais, je ne vais pas citer d'autres exemples parce que je ne suis pas très convaincue, mais ça reste l'un des seuls cas où le gouvernement et le secteur privé travaillent réellement ensemble et ont la même compréhension de leur vision du secteur. Merci. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole maintenant à Émile Badji. Nous allons avoir un exemple très précis de tourisme responsable, de tourisme durable, enfin de tout ce qui a été discuté ici comme des formes beaucoup plus harmonieuses et peu impactantes et en même temps créant des rencontres de tourisme. Et donc là, nous avons la chance d'avoir une personne qui travaille précisément dans ce domaine-là au Sénégal. Donc, Émile est directeur et responsable pédagogique du centre de formation Cœur Yakar au Sénégal, qui a donc été créé par Tourism for Help en 2014. Il est formateur en écotourisme et connaissance du monde contemporain. Il a également rédigé une thèse qui est intitulée « L'écotourisme et le tourisme durable, deux modèles de développement du tourisme sénégalais pour les collectivités locales », le cas de la Basse-Casamance. Alors, je lui cède la parole et lui laisse nous expliquer comment ça marche. Bon, merci beaucoup. Et merci aussi à l'Assemblée. D'abord, je dois remercier Tourisme for Help qui m'a donné cette opportunité d'être là et de participer à cette table ronde. Je vais aborder mon speech sur 3 points. Le premier point, je vais faire une petite situation du tourisme au Sénégal. Et le deuxième point, je parlerai un peu du concept de tourisme durable. Et le troisième point, je reviendrai un peu sur le cas précis de Cœur Yakar, qui est à Somone au Sénégal. Donc, pour commencer, je dirais que le tourisme du sénégalais est en chute libre. Le tourisme sénégalais est malade. Et ça, toutes les autorités étatiques le savent. Tous les professionnels du secteur le savent. Alors, le tourisme est malade et il y a beaucoup de facteurs qui le clouent au sol. Le premier facteur que je peux dire, c'est une volonté politique, une volonté étatique. Donc la promotion du tourisme au Sénégal, elle n'est pas bien faite, elle n'est pas bien prise en charge. Et qui dit promotion au niveau international, c'est seulement l'État qui a ses moyens pour pouvoir le faire, et non un privé. Et ça, c'est un premier
point, un premier constat que tout le monde a vu et tout le monde a fait. Le deuxième point, c'est le problème de cherté. La destination Sénégal est réputée d'être une destination très très chère. Il y a trop de taxes aéroportuaires. Même pour prendre un avion de Dakar à Ziguinchor, donc un voyage vraiment domestique, vous payez très très cher le billet. Donc il y a trop de taxes au Sénégal. Le troisième point, il y a l'instabilité. Il y a l'instabilité, donc il y a la petite côte, au parti à Saint-Louis, sur les plages, on voit du n'importe. Donc la gestion des déchets est un réel problème au Sénégal. À Dakar, qui est la capitale, à part le plateau, c'est-à-dire vraiment le centre-ville, les autres coins de Dakar, c'est vraiment très très sale. Et ça, c'est un cri de cœur et ça m'écoeure quand je vois ça. C'est naturel chez nous, ce qui n'est pas normal, ce qui est faux, de boire son eau ou bien son café et de jeter le verre naturellement, de prendre son chewing-gum et de jeter n'importe où. Et même de pisser devant les murs. Et ça, c'est un problème. Donc, il faut une éducation, une rééducation de la population, surtout de la ville. Ça, c'est un problème qui est constant et qu'on verra tout le temps quand on se rend au Sénégal, surtout dans les grandes villes. Alors, ces problèmes, l'État est en train d'y remédier en collaboration avec le privé, le secteur privé. Donc, le gouvernement a déjà une vision et que tout le monde salue du tourisme. Actuellement, on est en train de mettre en place des infrastructures pour vraiment relancer, parce qu'on est dans une dynamique de relance du tourisme sénégalais. Donc, pour relancer le tourisme sénégalais, les infrastructures qui sortent de terre, il y a l'aéroport international Blaise Diagne qui doit répondre à tous ces questionnements, qui doit d'ailleurs commencer. Il sera ouvert le 7 décembre prochain, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il y a l'autoroute qui est déjà en construction et fonctionnelle, qui va desservir la Petite Côte et le reste du centre du Sénégal, Fatick, Kaolack, et si ça doit continuer jusqu'à Tambacounda et Casamance. Et ça c'est un espoir pour le tourisme, surtout le tourisme sur la Petite Côte. Parce que quand on parle de tourisme au Sénégal, on fait allusion à la Petite Côte. Et la Petite Côte, quand on avait lancé l'aménagement de la Petite Côte, c'était un aménagement que les gens ont fait à la hâte. Parce que le tourisme, vraiment, on ne le comprenait pas bien. On disait que le tourisme c'était un secteur économique qui génère beaucoup d'argent, et c'est vrai. C'est le deuxième secteur économique au Sénégal. 300 milliards de francs CFA par année, c'est beaucoup d'argent que le tourisme sénégalais, malgré qu'il y ait des problèmes, il fait rentrer dans l'économie sénégalaise. Alors, il y a des perspectives, et ces perspectives vraiment nous donnent vraiment un espoir. Un espoir. Le gouvernement a une belle vision, le secteur privé a aussi une belle vision. Ils sont en train de travailler, mais dans la main pour vraiment relancer ce secteur. Et un autre problème que je disais quand je dis à l'entendre de mes propos, qu'il y a un problème de vision étatique. Je prends par exemple le ministère du Tourisme. Monsieur le président Macky Sall, il est élu il y a de cela 5 ans, et il a changé 5 fois de ministère du Tourisme. Le ministre du Tourisme 5 fois. C'est pas normal. Pour un secteur aussi important que le tourisme, je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment une instabilité au niveau de cette institution. Et les différents ministères qui sont passés par là, eux qu'on a le profil. C'est des gens qui ne savent même pas ce que c'est le tourisme. Donc ça c'est un problème que vraiment nous devons vraiment, sur lequel nous devons remédier.
Le deuxième problème, c'est aussi la restitution de nos structures, les structures d'accueil. Ça donne pas beaucoup. On parle d'hôtels 5 étoiles, oui, 5 étoiles, mais en réalité, ce n'est pas des hôtels 5 étoiles parfois. Il y en a des hôtels luxueux au Sénégal, à Dakar, sur la petite côte, oui, mais d'autres, vous entrez, si vous savez vraiment ce que c'est le tourisme, vous avez une idée du tourisme et de la restauration, vous savez qu'il y a des choses qui sont colmatées, ça ne passe pas. La formation, à côté de la formation, la plupart des employés dans les structures hôtelières et les restaurants, c'est des gens qui sont formés sur le tas. Et ça, c'est des choses qui se passent qu'on voit jusqu'à présent. J'ouvre un restaurant, j'ouvre une structure, bon, je préfère prendre mon cousin ou bien ma soeur, etc., pour ne pas vraiment bien payer les gens. Donc les gens sont obligés de prendre des gens qui ne sont pas formés pour leur donner un emploi. Évidemment, celui-là ne pourra pas répondre exactement. Donc, ça c'est un premier point que je voudrais vraiment, et un cri de cœur pour mon pays, le Sénégal. Le deuxième point, c'est, d'ailleurs ça rejoint aujourd'hui le thème, le tourisme durable, le tourisme responsable. Est-ce une opportunité pour les pays en voie de développement? Oui, c'est une opportunité pour les pays en voie de développement. Mais c'est un modèle de tourisme qui doit être adopté avec précaution. On a parlé de tourisme balnéaire, oui, mais actuellement nos plages, ce n'est plus du tourisme balnéaire. Le Sénégal n'a plus de plage maintenant. C'est lui, il n'y a pas de plage. La petite côte, il n'y a plus de plage. Les rares plages qui restent, c'est en Basse-Casamance. Et à Basse-Casamance, jusqu'à présent, c'est une région qui est enclavée. C'est vraiment excentré du cœur du Sénégal. Donc, ce modèle de tourisme, il faut que les gens le prennent avec une précaution. Le Sénégal s'est déjà lancé dans ce modèle de tourisme responsable depuis les années 80, avec l'implantation des premiers villages, des campements villageois en Casamance, avec un Français qui s'appelait Christian Saguigno et un autochtone casassais, Adama Goudiaby. Ils ont implanté les premiers campements villageois où déjà on prend en compte la population locale. Donc le campement villageois, c'est un campement qui est construit avec des matériaux locaux et qui est géré à 100% par les villageois. Les revenus restent au niveau du village. Donc ça, c'est un premier modèle de tourisme qui prend en charge l'implication de la population, participation à l'économie locale et au respect aussi des cultures. Donc tous ceux qui travaillent dans ce campement, c'est les fils du village. Les recettes servent à construire un puits, à construire une maternité, à construire une salle de classe, etc. etc. Donc ça, c'est un modèle qui s'est développé en premier en Casamance avant d'être adopté dans Bakunda, Saint-Louis et aussi les Saloum. Donc c'est une réalité au Sénégal, le tourisme responsable. Le tourisme durable, oui, l'écotourisme également. D'ailleurs, c'est ça qui m'a inspiré quand j'ai fait mon Master 2 pour écrire le mémoire sur le tourisme durable et l'écotourisme. Parce que c'est des choses qui existent déjà et je me suis dit que si vraiment, d'après ce que doit comporter un touriste écologique, un touriste responsable, c'est un modèle qu'on doit vraiment adopter. Parce que c'est un modèle responsable qui respecte premièrement l'environnement. L'environnement, c'est notre source de vie. Si l'environnement est menacé, nous sommes menacés également. L'Afrique, le Sénégal n'est pas encore trop pollué. Oui, il y a des parties qui sont toujours vierges. Donc, c'est un modèle vraiment, moi, que je pense qu'on va vraiment
essayer de l'adopter, surtout dans les secteurs qui ne sont pas encore, ou les lieux qui ne sont pas encore affectés, touchés par la pollution, touchés par la malgestion des déchets. Nous avons un projet que l'État est en train de mettre en place pour délocaliser Saly, la station balnéaire de Saly, vers Joal-Fignon, Mbodiène et comment il s'appelle encore, Pointe-Sarène. Donc c'est un modèle d'aménagement que, avant que l'État fasse appel aux différents acteurs, aux différents investisseurs, ils ont repensé sur comment ça s'appelle, l'aménagement, le respect de l'environnement. Certaines constructions, ils ne sont pas venus pour construire pieds dans l'eau comme ça. Et la preuve est là, il y a l'avancée de la mer, et tous ces hôtels et restaurants qui avaient le restaurant à côté de l'eau, tout est parti, ce qui est dommage. Okay. Alors, le troisième point, c'est un exemple concret qui est Kriakar. Tourisme for Health, il est au cœur du tourisme responsable, en formant déjà des jeunes à titre gratuit, qui, à l'issue de leur formation, à la fin de leur formation, parviennent à travailler. Ils travaillent et subviennent aux besoins de leur famille et de leurs besoins, à leurs propres besoins. Donc ça, c'est un exemple de tourisme responsable. Et nous sommes tentés toujours, quand nous avons, avec notre restaurant et hôtel d'application, quand les potentiels clients arrivent, on leur fait savoir que l'argent que vous dépensez rentre directement dans la formation de ces jeunes. Donc le touriste, il est content de dépenser l'argent, tout en sachant que cet argent-là ne va pas tomber dans la poche d'un bailleur qui va mettre ça dans sa poche et rentrer, mais c'est de l'argent que ce jeune lui servira de se former et de travailler demain. Et Dieu merci, on vient de former 80 jeunes qui ont été mis sur le marché du travail. Et ces jeunes-là, tout le monde travaille. Et ça, c'est un plaisir pour nous et un plaisir pour tous les forêts que je félicite et que j'encourage toujours pour cette belle action qu'ils sont en train de mener au Sénégal, au Mali et au Cambodge. Ça, c'est un exemple. Nous venons de former 30 jeunes qui, à l'issue de leur formation, tout le monde est inséré. Les partenaires m'appellent, vous avez des élèves disponibles déjà formés? Non, jamais. Il faut attendre parce que ceux-là qui sont en formation, il ne faut pas vous les envoyer, donc c'est pas possible, peut-être en stage. Donc ça, c'est là où je vais m'arrêter. Et merci beaucoup, et si j'ai un peu grignoté du temps là, je m'excuse. Bon, ouais. C'est vrai que tout était vraiment passionnant, donc j'ai beaucoup hésité avant de sonner la cloche, parce que mais on va continuer maintenant grâce à vos questions. Moi, j'ai juste envie de rappeler très rapidement, sans vouloir synthétiser tout ce qui a été dit, le simple fait qu'il y a 1,2 milliard de touristes chaque année qui franchissent des frontières, c'est une masse énorme, c'est presque autant que Facebook. Disons que c'est une quantité. Le tourisme est un vecteur qui permet de toucher des milliards de gens. Et il n'y en a pas beaucoup sur cette planète qui ont cette ampleur-là. Donc je pense que c'est vraiment un secteur qui mérite notre attention aussi pour faire passer des idées, des valeurs ou des autres comportements. Voilà. Et puis la deuxième question que je ne vais pas poser, mais que je mets sur la table maintenant, c'est justement sur la base de ces exemples qui ont été donnés, qu'un autre tourisme est possible et que ça marche, et que ça fait du bien à tout le monde. Comment se fait-il que ça reste encore des niches aussi marginales, et comment faire pour que ça devienne peut-être pas industriel ou généralisé, mais en tout cas que ça devienne beaucoup plus pratiqué par les politiques gouvernementales, encouragé par les politiques touristiques et aussi par le secteur privé. Voilà, c'est un peu une question que je lance comme ça, mais je préfère en fait donner la parole
à ceux ou celles qui souhaiteraient poser une question. Je vais peut-être prendre 3 questions en même temps et comme ça on les répartit entre nous. Oui. Je me présente Sarah Ballet. J'ai fait un master en tourisme durable et en tourisme responsable. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'International Center for Responsible Tourism, qui a été créé en Angleterre et qui a justement lancé une vision du tourisme responsable. J'aurais juste voulu revenir sur un aspect. Je pense que, comme ça a été évoqué, c'est très important, à mon avis, l'aspect d'éduquer le tourisme, mais ce n'est pas aussi d'avoir un effet réducteur de dire le tourisme responsable, c'est le tourisme communautaire ou c'est un tourisme écotourisme. À mon avis, le tourisme responsable, c'est une philosophie qui comprend justement un comportement, une manière de voyager qui va bénéficier au maximum des populations locales et diminuer les impacts, mais ça peut aussi s'appliquer au tourisme des masses, au tourisme de niche, etc. Et je pense qu'il ne faut pas parler d'un autre tourisme, mais plutôt d'une autre manière de faire le tourisme actuel en amenant certaines informations. Donc ça, c'est juste un point que je trouve important. Et puis ma question, c'est quelque chose que je me suis souvent posé durant mes études. C'est finalement, si on regarde quand même de manière un peu claire l'aspect environnemental et des impacts, comment est-ce qu'on peut limiter les impacts sans forcément avoir un problème d'élitisme? Parce que des fois, on a un problème qu'on a de plus en plus de personnes qui voyagent. Le nombre a un effet sur les ressources. Et que si finalement on veut respecter les ressources et les préserver, on va alors peut-être limiter le nombre de personnes. Et donc après, c'est seulement les personnes qui ont les moyens et on arrive à un système un peu élitiste. Et ça, je pense que c'est dommage parce qu'on ne respecte pas la valeur d'un tourisme pour tous, d'un tourisme responsable. Je mets un peu. D'accord. Donc voilà. Donc 2 questions. Et puis, est-ce que une ou 2 autres personnes souhaitent prendre la parole? Oui, monsieur. Merci bien, merci à tous les personnes qui ont fait mon discours sur le tourisme solidaire. Moi, il y a juste 2 choses qui m'interpellent. La première, c'est qu'il est connu que les États, en tout cas les États en Afrique, la majorité d'entre eux, sont souvent des États prédateurs. C'est-à-dire que les politiques publiques qui sont mises en place avec le dessein de servir les élites mêmes qui se reproduisent au pouvoir. C'est assez connu. Je vous donne un exemple très concret. Un pays comme la Belgique, qui est un pays que je connais, la politique du gouvernement, c'est de construire de gros hôtels qui sont installés dans les capitales et qui sont justement victimes de ce que vous appeliez après le fait qu'elles sont complètement dépendantes des importations. Tout est importé et puis il n'y a pas de valeur ajoutée là. Alors, ça c'est la première chose. Donc, moi, la question que j'aimerais poser, c'est qu'est-ce que fait la CNUSET, par exemple, ou les autres organisations, pour essayer de mettre en place des mécanismes avec les privés. Quand je parle des privés, je ne parle pas encore des grandes compagnies de tourisme, parce qu'elles sont dans un mécanisme qui est un mécanisme de profit. Mais que font les grandes institutions internationales qui travaillent dans le domaine du tourisme pour encourager ce tourisme qui est une autre forme de tourisme? Qu'est-ce qu'elles font en dehors des conseils au gouvernement pour mettre en place des policiers? La deuxième chose que je regrette aussi dans la façon dont on parle de tourisme maintenant, c'est que le tourisme dont nous sommes en train de parler est complètement extraverti. C'est un tourisme qui est destiné à des gens qui viendraient probablement de l'Europe pour venir sur les belles plages sénégalaises ou gambiennes ou guinéennes. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de créer un mécanisme de tourisme avec le marché local? Qu'est-ce qu'on fait pour rendre les gens suffisamment contents de leur paysage, Je dis cette conscience-là, j'ai l'impression qu'il y a très peu de travail qui se fait dessus. Alors ça fait qu'on est toujours dans une espèce de situation un peu bancaire. D'accord, merci. Donc on a 2 fois 2 questions déjà. Est-ce qu'on part déjà là-dessus?
Donc vous avez, je crois, tous retenu les différents aspects. Hein, c'est très riche. Hein. Voilà. Alors, qui veut commencer à répondre? Alors je vais commencer par la dernière question, parce que justement, ce qu'on a pu voir dans le rapport, en faisant donc ces analyses-là, c'est que le tourisme africain est de plus en plus mené par les Africains. Ceux qui voyagent en Afrique sont de plus en plus, j'essaie de trouver le chiffre exact, parce que ça fait un petit moment qu'on a circulé, mais si vous voulez, ça c'est un fait qui est commun à toutes les régions du monde. Juste en Afrique, cette dynamique-là est en train de se mettre en place, et d'ici 15 ans, il y aura une majorité de touristes africains sur le continent africain si la dynamique actuelle continue. Mais vous prenez le cas de l'Union européenne, vous prenez le cas d'autres, je dirais, groupements régionaux dans le monde, les tourismes qui circulent en Europe sont très majoritairement des Européens. Dans le cadre africain, alors la première réaction quand on faisait le lancement du rapport, donc dans le cadre un peu de cette parenthèse sur ce qu'on fait nous à la CNUSED, on travaille sur 3 piliers. La recherche pour informer les politiques publiques, non pas qu'on ne reconnaisse pas l'importance d'autres manières de faire, mais c'est notre mandat, comme d'autres ont le mandat de faire, d'agir sur d'autres éléments. Entretenir des relations et influencer les pratiques du secteur privé à travers donc, nos travaux de recherche. Deuxième aspect de notre travail, l'autre pilier, c'est l'assistance technique. Donc souvent on le fait à travers des renforcements de capacités. Le Centre de commerce international est plus actif en termes de projets concrets qui viseraient à, par exemple, à faire en sorte, à travailler avec un groupement d'associations professionnelles ou de business associations pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter votre compétitivité, donc être dans le concret comme on l'imaginerait. Nous on est plus, pour schématiser un peu, à la CNUSED, nous rendons possible le commerce international et l'entrepreneuriat, et le Centre de commerce international qui a été créé par la CNUSED et l'OMC rend possible les actions, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'action. Nous, on est dans le cadre, faire en sorte que toutes les barrières qui tendent à limiter les différentes potentialités qui pourraient se développer dans le pays soient enlevées, soient déréglementées. Donc les touristes africains, ce n'est pas seulement des tourismes de loisirs, comme partout dans tous les groupements régionaux du monde, c'est aussi des tourismes de business, des gens qui voyagent pour des raisons professionnelles. Les mouvements cross-border, donc frontaliers, interfrontaliers, entre les pays africains sont très dynamiques. Je pense que tous ceux d'entre nous qui vont souvent sur le continent peuvent le constater. Les étudiants qui vont dans un pays à un autre constituent aussi, dans certaines statistiques sont comptées, mais dans ce qu'on a pu regarder, sur quoi on s'est limité, c'était vraiment donc, les utilisations qui ont déjà avancé, qui ont été présentées tantôt. Donc ça pour la première question. Je vais rebondir sur, en effet, le tourisme responsable, c'est une philosophie et qu'il faudrait effectivement éviter une vision manichéenne de qui sait qui est responsable et qui fait du tourisme durable par rapport au pragmatisme de se dire bon, bah, les gros acteurs sont sur le terrain, enfin, et de plutôt influencer leur manière de faire. Je dirais que j'ai des avis selon les jours très très partagés sur la question. Et aujourd'hui, mon avis, mon avis, c'est de dire que si on renonce, tantôt on avait une discussion sur les graines, si on renonce, le monde il est tel, à la CNUSED on travaille sur les multinationales, on a toute une division, j'ai travaillé 3 ans dedans, ça vous change, ça vous transforme. Parce que quand vous voyez que le monde est régulé, qu'il y a ceux qui se lèvent à 3h du matin, qui se couchent, pour schématiser un peu, à minuit, et que leur mandat c'est de faire en sorte de dominer le monde financièrement, politiquement et légalement, etc., je dirais que renoncer, c'est trop facile. Parce que dès qu'on renonce, on donne ça, ils prennent ça. Donc, par ailleurs, on travaille avec les grands groupes. On fait beaucoup de plateformes publiques-privées pour justement essayer d'influencer les politiques publiques et aussi de faire prendre conscience aux groupes
aux associations professionnelles de PME qui n'ont pas la force des grands groupes, de les impliquer dans ces plateformes-là pour qu'ils soient conscients à qui ils ont affaire. Et je suis d'accord que de plus en plus, on parlait d'un grand groupe hôtelier, enfin de prestataires de voyage tout à l'heure, donc ils ont envoyé leur directrice qui s'occupe des questions de durabilité, donc TUI pour être précis. Il y a beaucoup de groupes dans le secteur touristique et ailleurs qui travaillent sur ces questions-là, qui essaient d'influencer les pratiques d'opération au niveau de leurs activités dans le secteur touristique notamment. Mais je dirais que le progrès il est trop lent parce qu'on part avec l'existant. Et je pense que, aussi bien dans le cas du tourisme, quand on entend les initiatives, moi j'ai été vraiment impressionnée par d'entendre l'exemple de faire en sorte que l'argent qui est dépensé par le touriste tout de suite est investi au niveau local. Je dirais que c'est vrai que c'est trop demandé peut-être que ce soit le cas dans toutes les entreprises actives dans le secteur touristique, mais pour en revenir aux politiques publiques, les États qui sont arrivés à voir dans le monde, il y en a quelques-uns, avoir une vision précise de ce qu'ils veulent faire chez eux, de mettre ça en œuvre, ben vous pourrez peut-être avoir un jour, si vous aviez le gouvernement qu'il faut en termes d'adhésion à ces principes-là, 80% du secteur, dans 10 ans, peut-être composé de telles structures. Donc c'est là où je suis contre le renoncement. Parce que on voit trop dans les analyses qu'on fait que leur dire qu'il suffit d'adopter la philosophie, ils développent des grands départements de sustainability, et c'est le cas dans le tourisme et dans d'autres secteurs sur lesquels on travaille, et 10 ans après, on voit très peu d'impact sur leur business model, parce que le business model, il n'a pas changé. Ce que ces entreprises-là font, c'est de rajouter un département qui travaille sur ces questions-là et qui essaie, avec très peu de moyens, d'influencer comment leurs collègues travaillent. Donc ça, c'était juste une réaction. Demain, je peux vous dire une autre réponse. Mais... Non, je suis tout à fait d'accord avec vous, et que si on laissait que les grands groupes, finalement, il n'y a pas de changement. Ce que j'essaie juste de mettre en avant, c'était peut-être plus sur le regard du touriste, en me demandant à quel point, finalement, est-ce qu'un tourisme communautaire part de son voyage, et puis il part faire 2 semaines un voyage en Afrique, il dit « Ah, c'est sympa d'aller faire une nuit dans un village », voilà, géré par un village, mais finalement c'est qu'une petite part de l'ensemble de son voyage et que le reste du temps il a envie de faire 1 semaine à l'hôtel. Et c'est là que je me dis, si on essaie de mettre le tourisme responsable seulement sur des petites initiatives qui sont bien et qui sont très bénéfiques, est-ce que ça va répondre à la demande de quelque chose? J'ai une autre réponse par rapport à ça, subsidiaire, mais je ne vais pas m'étendre. On travaille beaucoup sur les communautés régionales, justement, à la CNUSED, parce qu'on croit profondément que c'est à travers tout ce qui est, un peu comme l'Union européenne a fait en Europe, c'est à travers des communautés régionales, économiques régionales, que le développement en Afrique peut vraiment être mieux catalysé. Donc si vous avez dans une communauté de 15 pays qui ont des plages, des milliers de kilomètres de plages, si les pays sont d'accord dans le cadre d'une stratégie de développement régional, que ce n'est pas la peine qu'on se mette tous à polluer nos plages, et qu'on se mette d'accord que vous allez prendre les 20% des grands groupes, et ils restent là, dans vos petites plages là, et de toutes les façons, parce que ce n'est pas un tourisme de rencontre, donc qu'ils soient sur une plage au Sénégal, qu'ils soient sur une plage au Maroc, le touriste qui apprécie ce produit-là, il n'y verra pas trop de différence. À la limite, il va se dire j'étais en Afrique. Et puis d'ailleurs, on montre dans le rapport que la crise Ebola, qui a touché très peu de pays en Afrique de l'Ouest, a impacté tout le secteur en Afrique. Et dans les annulations, en Tanzanie, les hôteliers de Tanzanie avaient pour 90% des annulations parce que les gens avaient peur d'attraper Ebola. Alors que c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, encore une fois, dans ces stratégies de développement régional, si les pays se mettent d'accord sur où est-ce qu'ils se situent dans la cible, pour ne pas non plus vivre dans un monde complètement réaliste et ne pas satisfaire cette clientèle-là, ils peuvent, et au niveau d'un pays, pareil, ils peuvent cibler, parce que des établissements hôteliers qui soient sur 20 étages, si c'est ce genre de touristes, ça ne les dérange pas, peut-être que le compromis serait là, et d'épargner les autres milliers de kilomètres de plage pour qu'ils restent adaptés. Donc c'est toujours dans le dosage, dans le mix
quelle policy mix un pays doit avoir pour ne pas renoncer à ses sources de revenus, reconnaissant que le consommateur à la base, il y en a pour qu'il y en ait pour tout le monde, mais ne pas renoncer. Donc je vais peut-être m'arrêter là. D'accord. Excusez-moi, vous venez d'entendre le cas du Sénégal par votre copanéliste. Alors je suis très curieux, étant représentant de la CNUSET, quelles seraient vos suggestions à votre collègue, comment améliorer la situation au Sénégal? Je vais y répondre. Très rapidement, je disais justement que j'étais au Sénégal en juillet, donc j'entends très bien tout ce qu'il a dit, parce qu'en effet, c'est comme tout, je pense au niveau d'un gouvernement, il y a toujours des messages multiples. Il faut développer le secteur touristique, il y a un plan d'action, etc. Et puis, en parallèle, 5 changements de ministre. Cet exemple que vous avez donné correspond à ce que nous, on conseille au niveau de notre travail, mais peut-être à l'échelle d'un pays. C'est-à-dire à l'échelle d'un pays, comme je le disais tantôt, dans le secteur touristique en Afrique du Sud, 70% des revenus sont exportés en dehors du pays. Donc ça sert à quoi si ça ne bénéficie pas de toutes les autres parties intégrantes pour un peu, comme on dit, scale up une telle activité, c'est-à-dire l'argent est réinvesti, mais schématiquement, vous mettez ça au niveau d'un pays, c'est le même raisonnement. C'est-à-dire l'argent est réinvesti dans le puits, dans la construction d'une école, au niveau local, etc. Au niveau d'un pays, c'est ce qu'on conseille. C'est-à-dire que faites en sorte de garder le plus possible de ces revenus-là, qui soient dépensés au niveau du pays, pour qu'il y ait des retombées au niveau des finances publiques, mais aussi au niveau des entreprises locales. La grande raison invoquée souvent par les groupes touristiques, c'est de dire qu'il n'y a pas la capacité de produire. Ils n'ont pas les entreprises qu'il faut, ils n'ont pas les produits qu'il faut. Et là, dans d'autres aspects de notre travail, donc au niveau tourisme, on veut bien faire la même chose, appliquer le même modèle, c'est de maximiser justement la responsabilité de l'entreprise étrangère, souvent un grand groupe étranger qui investit là, et de se dire, et vous le voyez dans d'autres secteurs, et notamment dans le domaine des ressources naturelles, de dire, au lieu de faire juste des écoles, et que vous publiez ça dans vos sustainability reports, comme quoi vous avez fait du bien, investissez dans le secteur agricole local. Et vous verrez, au lieu d'importer, parce que vous voyez souvent les grands investissements dans d'autres secteurs, dans le tourisme, c'est pas très différent, importer des fournisseurs d'étrangers qui s'implantent là pour leur faire à manger, pour apporter, etc. Investissez cet argent-là dans les entreprises locales, ils ne sont pas plus idiots qu'ailleurs. S'ils ont accès au financement, s'ils ont accès au savoir-faire, si vous investissez dedans, dans 2 ans, vous verrez les retombées et tout le monde y gagne, ce sera moins cher que d'importer. Donc je dirais, pour répondre à votre question, oui, on soutient pleinement ce genre d'initiative et on dirait que c'est ce qu'on dit au gouvernement et ce qu'on essaie d'aider le gouvernement à faire. Avant de vous donner la parole, monsieur, je voulais peut-être voir si nos 2 autres intervenants ont quelque chose à ajouter sur les questions qui ont déjà été posées. Je pense notamment à la question de l'élitisme qui a été aussi soulevée. Est-ce que, voilà, entre autres. Je ne sais pas. Vous voulez dire quelque chose, Émile? Non? Ok, vous passez votre tour. D'accord. Bon, je ne sais pas, il y aurait plein de choses à dire et je ne vais pas abuser de votre patience. Mais par exemple, vous disiez tout à l'heure qu'il y a un tourisme régional quelque part. C'est vrai, en Europe, vous avez beaucoup d'Européens qui voyagent entre la France et l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, etc. Mais cela est dû notamment au fait des voyages low cost maintenant. Et on prend l'avion comme on prenait à l'époque le bus, à peu près. Et vous avez Airbnb, donc voilà, vous partez entre 4 copains, en Airbnb qui coûte 50 francs la nuitée, vous divisez par 4, et EasyJet, pour ne pas faire la pub, ça vous coûte 30 francs supplémentaires, c'est rien du tout. Et donc il y a eu une hausse marquée du tourisme intracontinental, disons-le comme ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'on combine les voyages. Il y a beaucoup de voyages des Européens qui restent en Europe, mais ils font aussi des voyages outre-mer, des voyages intercontinentaux, etc. Donc du coup, voilà, les statistiques sont quelque peu biaisées. On a l'impression que les Européens restent en Europe, mais c'est des grands voyageurs, et les Nord-Américains, pareil, etc. Et pour rebondir sur ce que disait monsieur tout à l'heure,
il faudrait justement promouvoir un tourisme plus national, aussi plus domestique quelque part. Et il y a d'autres formes de tourisme qui devraient être soutenues. Et c'est par exemple le slow tourism, le tourisme lent. Voilà. Pourquoi toujours prendre l'avion pour aller jusqu'à l'autre bout de la planète? On peut très bien découvrir, même en Suisse, des endroits extrêmement exotiques. Et j'étais cet été dans les Grisons, vous avez des coins vraiment assez exotiques, où vous croirez sur une autre planète. Et la Suisse centrale, ou la Suisse primitive, comme on l'appelle, encore plus, etc. Vous avez aussi une nouvelle modalité, le staycation. Vous restez pendant les vacances chez vous. Et vous pouvez, par exemple, si vous êtes parisien, voilà, vous dites, vous mettez en la peau d'un touriste, vous dites, je réserve une chambre d'hôtel à Paris, je me mets en la peau d'un touriste, je me balade autour, je fais la dérive urbaine sans carte, et tout à coup on se retrouve dans la banlieue, et puis voilà, on a la peur de sa vie, etc. Voilà, je n'en sais rien, mais bon. Et donc il y a différentes modalités, et l'empreinte écologique du tourisme devient, c'était un film, devient tellement marquée qu'il faudrait peut-être, à un moment donné, prendre mesure pour limiter les mouvements touristiques. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le trafic aérien augmente de 10% par année, en gros. Et on dit que le trafic va doubler au cours des 10 prochaines années, le trafic aérien. Des avions de plus en plus gros, etc. Bon, maintenant on parle d'avions électriques. Mais bon, ça vient d'où? Centrales nucléaires, par exemple, etc. Ou de centrales fossiles, thermiques, à charbon. Donc, c'est une fuite en avant, quelque part. Donc, là, pour parvenir à un tourisme plus égalitaire, quelque part, et moins élitiste, comme disait Sarah Ballet tout à l'heure, peut-être qu'il faudrait imposer un quota aux gens. Voilà. On a le droit de se déplacer X kilomètres par année par avion, 5000 tous les 5 ans par exemple. Et si vous voulez faire un voyage à l'autre bout de la planète, vous devez attendre votre tour, 5 ans pour aller quelque part. Et à la place de rester une semaine, les séjours deviennent de plus en plus courts quelque part. Le séjour moyen d'un touriste en Suisse est de 2 jours. Le séjour moyen aux îles Canaries est de 7 jours. Là, c'est encore relativement intéressant. Donc voilà, et à la place de voyager chaque année à l'autre bout de la planète, voyageons une fois tous les 5 ans, mais restons pendant 3 mois, 6 mois, quelque chose comme ça, pour s'imbiber la culture, rencontrer d'autres cultures différentes, qu'il y ait un échange, et que les gens du Sud puissent aussi voyager. Ou aussi, en Suisse même, vous avez 18% des gens qui ne voyagent pas, qui n'ont pas la possibilité de prendre des vacances. En France, c'est même un tiers de la population qui ne quitte pas la France, qui ne voyage même pas au sein du pays, qui est la première destination internationale sur le plan touristique. Voilà. Donc, il faudrait repenser le modèle quelque part. Merci. Bon, alors, une question de monsieur, là. Oui, moi je voulais juste revenir sur la responsabilité sociale des structures de l'espace balnéaire comme au Sénégal. Quand je vois que les gens sont en train de réfléchir à une autre manière de faire du tourisme, par exemple le tourisme forêt avec son Triacar, qui forme des jeunes et qui sont tout de suite donc, intégrés par le marché local sur l'attraction balnéaire, alors que les grands investisseurs qui tiennent nos hôtels et les restaurants ne contribuent pas à la formation de ces jeunes. Là, il y a un souci parce qu'ils profitent de la marge des jeunes qui sont formés et eux-mêmes ils ne participent pas du tout à cette formation. Donc il y a un partenariat qu'il faut nécessairement trouver pour que ces structures-là qui sont sur place, qui profitent de la formation des jeunes qui sont formés, puissent eux-mêmes contribuer aussi d'une manière ou d'une autre à la formation. Ou alors que l'État accepte de reverser une part de ces taxes à des structures comme Triacar ou comme Tourisme Forêt. Et au Sénégal, c'est une série de problèmes. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre question, peut-être, dans le même domaine? Ici, c'est la sécurité pour ça. S'il n'y a pas d'autres questions maintenant, peut-être Émile, vous voulez répondre? Oui, cette question-là qu'il vient de poser, c'est une question qui nous revient toujours.
En contrepartie, qu'est-ce que les entreprises qui accueillent vos jeunes font pour vous? Est-ce qu'ils vous donnent de l'argent? Est-ce qu'ils contribuent? Non. L'État également. Le premier responsable, c'est l'État sénégalais. On a sillonné pas mal de bureaux pour leur faire savoir qu'on existe. D'ailleurs, c'est eux qui nous ont donné l'autorisation d'exister. On dit, bon, nous on forme les jeunes gratuitement. Ah, ça c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. La première chose, l'État doit normalement vous accompagner, oui. Mais nous sommes venus pour que vous nous accompagniez. Bon, le dossier est là, le dossier est là. Finalement, on ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est une idée à saluer parce que former des jeunes gratuitement, ça n'existe nulle part. Même l'école nationale hôtelière ici du Sénégal, qui est une école publique, les gens accèdent là-bas par voie de concours et on ne prend que 5 Sénégalais, 5 élèves qui payent seulement l'inscription. Et le reste, ils le transforment en privé. Et c'est une seule école nationale hôtelière au Sénégal. Seulement 5 élèves. 5 élèves seulement par année, comprends. C'est pas normal. 5 boursiers donc. Non. Oui, c'est raisonnable. Je me demande comment est-ce que c'est possible. Alors que nous voulons, il y a l'ancien gouvernement qui était là, nous voulons faire du Sénégal un lieu de tourisme haut de gamme. Et on ne met pas les moyens pour former la jeunesse. C'est pas normal. Je crois que c'est là où justement les institutions comme la CNUSED doivent un peu griller les intermédiaires. Et puis peut-être, encore une fois, moi je ne crois pas du tout aux États dans la façon dont ils fonctionnent. Et c'est ce que je disais, il y a vraiment besoin de soutenir les gens qui sont à la base. Et accompagner les États pour mettre en place une politique publique que les États ont mis pour leur propre engagement ne vaut sans doute pas le soutien qu'on donne à des institutions, à des petites organisations qui sont sur le terrain. Là, si vous pouvez faire du plaidoyer auprès d'un gouvernement comme le gouvernement sénégalais, ce serait une excellente chose. Je crois qu'il faut vraiment griller les intermédiaires. Il y a trop de bureaucratie. Non, je me dois de répondre, monsieur, parce que je suis comme vous, hein, et comme mon ancien collègue Alain me rappelait tantôt, parce que je me demandais quel était le lien, parce qu'on n'a pas eu le temps de discuter. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois beaucoup au micro, aux activités des associations et des ONG, et c'est un engagement personnel, mais je crois, parce que j'ai travaillé un petit peu dans ce domaine-là auparavant, mais je crois profondément aussi à la nécessité du multilatéralisme. Et je crois profondément à la nécessité d'interagir avec les gouvernements. Parce que les gouvernements sont des institutions, même en Afrique, ce sont des personnes qui ont été élues, qu'on le veuille ou pas. En ce moment, il y a un pays ils essaient de savoir qui a été élu. Il y en a un qui dit, finalement, moi non, je retire, je n'accepte plus. Parce que ce n'est plus possible, à part peut-être 3 pays sur le continent, d'être au pouvoir, d'arriver au pouvoir sans avoir été élu démocratiquement. Donc, les Nations Unies, donc la CNUSED, donc de facto, notre travail, c'est de respecter ces gouvernements-là, de continuer à y croire, de continuer à interagir avec eux, parce que les activités micro, monsieur a bien expliqué tout à l'heure, le problème c'est que vous n'avez pas de pouvoir sur des entreprises qui embauchent ces personnes-là sans contribuer. Or nous, et dans d'autres secteurs sur lesquels j'ai travaillé, quand on arrive à influencer le cadre réglementaire, donc politique publique, et que c'est dans la loi que vous devez contribuer à ces activités de formation-là, ils sont obligés. Voyez ? Donc, tout le monde est à sa place. Les associations, les ONG, les petites structures font ce qu'elles peuvent. C'est comme une chaîne. Je me rappelle être allée à voir Yann Arthus Bertrand, quand il a parlé de son film Human, il a dit quelque chose que j'ai trouvé très bien dit, très joliment dit. C'est qu'il dit, moi je fais mon travail dans la chaîne. Parce que quelqu'un lui avait posé la question, pourquoi vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. Elle m'a dit, moi je fais ce que je fais, hein. Et vous faites quoi? Donc c'est un peu cela. C'est-à-dire que le travail avec les gouvernements a sa place. Et quand vous avez comme ça
un impact parce qu'il y a eu 2 articles qui ont été introduits dans la loi, et ben, ce n'est pas juste le travail que fait Tourism for Help qui a impacté, c'est 1000 autres initiatives, c'est des milliers, donc l'impact est beaucoup plus puissant. Donc je dirais, le CCI, comme je disais tantôt, pourrait par exemple soutenir des initiatives comme Tourism for Help parce qu'ils sont dans leur mandat et de faire des actions concrètes de ce type-là. Le mandat de la CNUSET, il a sa place et on a nos rapports d'activité qui prouvent quand on a l'impact qu'on a, quand on arrive à vraiment changer les choses et à prouver des témoignages d'associations professionnelles du secteur privé qui disent grâce à tel changement législatif, réglementaire, politique, voilà l'impact que ça a eu sur nous. Et c'est des impacts qui se comptent en millions de dollars. Donc c'était un peu ça, je me devais de faire le plaidoyer de mon institution, pardon. Bon, j'aimerais rajouter quelque chose à ça. On parlait tout à l'heure de la fuite des capitaux, hein, 70%, 70% des bénéfices qui sont rapatriés, etc. Mais bon, là, les gouvernements ont un rôle aussi de dire, voilà, il y a des taxes, des impôts dessus, etc. Si vous voulez installer un hôtel ici chez nous sur les belles plages, vous devez accepter, disons, respecter les lois. Au Costa Rica, par exemple, que je connais bien, il y a des lois par rapport à la construction, les zones littorales, et certains hôtels sont implantés à 50 mètres du rivage ou des choses comme ça, et c'est tout à fait illégal. Donc voilà, il faut aussi que l'État s'impose. Mais souvent, il y a des intérêts partagés. Hein. Certaines élites, voilà, les gens au gouvernement qui composent avec des investisseurs de l'étranger, voilà. Donc, il faudrait modifier un peu la donne. Oui, les lois sur ce qu'on appelle, moi je travaille sur les questions qu'on appelle le local content. Dans d'autres secteurs, elles existent. Hein. C'est-à-dire qu'une obligation, ce n'est plus parce que, voilà, désir du prince vous dit j'ai construit une école là. Non, c'est la loi vous dicte, vous voulez vous installer là, et ben vous devez contribuer tant de pourcents, donc déjà en taxes, vous devez contribuer tant de pourcents au niveau local pour vraiment bâtir la chaîne de valeur qui va devenir votre fournisseur à terme. Donc c'est une autre manière de faire du local, mais il y a des manières de faire. Oui, d'engager du personnel local, etc. Voilà, c'est dans la loi. Le Nigeria l'a fait, son secteur pétrolier. Et vous avez les moyens de convaincre ces gouvernements d'aller dans ce sens-là? C'est du travail de long terme. Je vous dis, le Nigeria a son texte de loi qui impose, depuis 2010, qui impose aux compagnies pétrolières d'investir tant dans la construction d'une industrie locale à plusieurs niveaux, pas juste sur les plateformes pétrolières. Donc de faire de procurement, local procurement, d'embaucher des locaux, d'investir dans la formation. La loi l'impose, il y a eu énormément de résistance, ce n'est pas encore 100% effectif, mais il y a déjà beaucoup de changements de ce fait. Donc c'est possible, c'est possible. Mais bon, il y a aussi il y a aussi des questions de préjugés. Et j'étais pour un projet à Lalibela en Éthiopie, et dans l'hôtel géré par l'État, on servait aux quelques touristes qui venaient de la confiture de fraises. Hein, tous les matins, la confiture de fraises. J'ai dit au serveur à un moment donné, mais il n'y a pas des produits locaux, quelque chose d'ici? Il m'a dit, il y a du miel, mais il est mauvais, il est médiocre, vous n'aimerez pas. J'ai dit, mais emmenez-moi ce miel. Et il était extraordinaire, ce miel. J'ai dit au serveur, dorénavant, les prochains jours que je reste, vous m'emmenez du miel. Et voilà, imaginez le cadre, le jazz éthiopien qui passait en boucle, tout ça, ça emmène une ambiance extraordinaire. Donc il y a ce préjugé-là, le touriste ne veut manger que ce qu'il connaît. Il faut le surprendre. Ouais. Et puis, une autre chose par rapport à Lalibela. Et pour vous expliquer aussi le non-sens de quelques investissements de la part de, par exemple, en l'occurrence, l'Union européenne. Et ils avaient l'argent pour construire quelque chose à Lalibela. Hein, il y avait un budget débloqué qu'il fallait utiliser jusqu'au 31 décembre. Moi j'étais là vers la mi-octobre, quelque chose comme ça. Donc, ils étaient en train de construire un musée. Et ils ne savaient pas encore quel était le contenu du musée. Si c'était un musée consacré au miel, un musée exposant des objets intéressants des églises troglodytes, Lalibela, etc.
Et puis, il travaillait d'arrache-pied. Comme le budget, le 31 décembre, allait être coupé. Il fallait travailler comme des dingues, avec des outils assez primitifs, etc. Mais vraiment, là, je me suis dit, mais l'Union européenne, je ne sais pas, ils ne réfléchissent pas assez. Encore une ou deux questions, là? Il y a des... Oui, alors il y en a deux, là. Donc, vous étiez le premier, je crois. Ouais. Bonsoir, Julien, je travaille dans le tourisme, en fait, à Genève. Et auparavant, j'ai travaillé en fait 7 ans au Vietnam. J'ai monté un développement forestier dans le tourisme. Je reviens en fait sur ce qu'a dit Madame tout à l'heure par rapport à la responsabilisation des touristes, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui est relativement difficile. On l'a vu pour l'environnement. Ça ne marche pas. Donc je pense que les solutions pourraient venir des gouvernements. On en a parlé juste avant. Et ma question s'adresse à Madame, puisqu'en fait, au Vietnam et en Afrique, on était obligé souvent de verser des pots de vin au gouvernement. La plupart de l'argent partait dans les poches des gens du gouvernement. Donc comment est-ce que vous pensez convaincre ces gouvernements de changer de politique touristique? Quel intérêt auront-ils à changer? Peut-être on prend la question de Gérard. Oui, juste, bon, je souriais tout à l'heure parce que je reviens d'un voyage au Burkina Faso où aussi dans les hôtels pourtant simples, plutôt alternatifs, je n'ai pas été dans les grands hôtels, ils servaient des fraises, des confitures de fraises C'est une constante. Mis en pot en Inde, et j'ai posé la question aussi, pourquoi pas de la confiture de mangue burkinabé, ou plein de manguiers, ou autre chose. Il y avait du miel quand même aussi, burkinabé, très bon. Mais ma question c'était par rapport au projet au Sénégal, l'hôtel, restaurant. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que Tourisme Foraine fait pour la promotion de ça auprès des touristes potentiels? Est-ce que cet hôtel-restaurant, j'espère, est signalé dans tous les bons guides pour les touristes qui veulent aller là-bas ou pas? Parce que mon expérience aussi au Burkina, c'était pas forcément évident de trouver les bonnes adresses au bon endroit. Il fallait voir vraiment beaucoup de guides pour trouver l'endroit le plus original et on espérait promouvant un peu la culture locale. Et donc, qu'est-ce que vous faites auprès? Parce que j'essaie d'autres organisations. Bon, je travaille pour la Ville de Genève, pour le Fonds de solidarité, dans une autre organisation, bon, concurrente à la vôtre, mais Friends International. Ils ont fait un gros travail pour la promotion, pour être dans les guides. Ils font même des actions à l'aéroport à Genève pour sensibiliser aussi les touristes pour ne pas voyager n'importe comment. Par exemple, pas non plus aller visiter des orphelinats en Cambodge juste pour se faire plaisir, parce que c'est un effet pervers. Ça peut être un effet pervers aussi. Les orphelins, c'est pas des personnes qu'il faut exhiber pour les touristes comme ça. Il faut un touriste reste. Est-ce que vous avez des actions sur ce point? On va prendre une troisième et dernière question là-haut, puis après on va conclure. Pardon, je voulais juste revenir sur ce que vous disiez, parce que je travaille pour Friends International. Donc effectivement, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que ça ne marche pas, parce que nous on fait énormément de sensibilisation des touristes, mais on travaille aussi avec les gouvernements, avec les entreprises, et c'est vrai qu'avec les touristes c'est un travail de famille. Mais je pense que ça, je le vois tous les jours, j'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent voilà, j'ai décidé de ne pas faire ça, qu'est-ce que je peux faire à la place, qu'est-ce que vous pensez de cette activité, de ce genre de choses. Et je pense que on ne doit pas oublier les touristes qui font partie de l'équation, et qu'il faut aussi que ça viendra en partie d'eux, que le changement viendra en partie d'eux. Et c'est pour ça que, comme vous le disiez, M. Matos Vazem, il est important d'éduquer la jeune génération notamment. Et nous, on intervient aussi dans les classes ici. On essaie de déconstruire certains préjugés que les jeunes peuvent avoir sur les pays dits en voie de développement, tous ces grands mots, voilà, ces grands concepts.
démarche de questionner son impact jusqu'au bout et sans oublier le troisième pilier dont vous parliez, qui est celui le pilier socioculturel, parce que effectivement, on parle beaucoup de l'économie et de l'environnement, mais le socioculturel est très important. Et pour moi, le tourisme responsable, c'est ça. Effectivement, nous, on travaille beaucoup en Asie du Sud-Est. Notre Friends International est basé au Cambodge depuis 25 ans. Monsieur Bernaud nous disait au début qu'il y avait un désir des touristes d'aller à la rencontre des gens, des familles, des enfants, etc. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup au Cambodge, mais aussi ailleurs, depuis une quinzaine d'années. Après, moi, je vais pas un peu ajouter des dire parce qu'il y a aussi des dérives à ça, malheureusement. Comme vous l'avez dit, il y a nous, au Cambodge, par exemple, aussi en Népal, dans certains pays africains, il y a une explosion du nombre d'orphelinats. Où on sait que les enfants, dans lesquels les enfants ne sont pas orphelins, 90% des enfants placés en institution à travers le monde ne sont pas orphelins. Mais dans certains pays comme le Cambodge, c'est devenu un réel business model. Et c'est vraiment quelque chose qui a été créé pour répondre à ce désir des touristes de vivre quelque chose d'authentique, de se donner bonne conscience, de vouloir faire bien. Donc les touristes de visiter le pays en des sentiers battus et ils disent qu'aller visiter un orphelinat, c'est quelque chose d'exceptionnel, une manière voilà, c'est vraiment se donner bien conscience et il y a des vrais orphelinats qui sont créés de pièces. Les enfants sont cherchés dans les provinces pour ouvrir l'orphelinat et après les touristes viennent, ils jouent avec les enfants et ils font un petit peu en vacances. Bon, écoutez, je vous remercie. Je crois que c'est très important ce que vous venez de dire. En fait, on reprend la phrase qu'a citée Raphaël. Le tourisme responsable va-t-il détruire ce qu'il cherche par le fait qu'il le trouve? C'est ça un peu l'enjeu. Et à la suite de ça, je propose donc à nos trois intervenants de conclure, peut-être en répondant encore aux dernières questions qui ont été posées, de donner une conclusion. Et dans cette conclusion, j'aimerais aussi savoir quel est leur conseil ou leur plan d'action pour que le secteur privé intègre massivement ces principes de responsabilité sociale et écologique dans leur business model. Voilà. Peut-être on commence par Émile qui a parlé le dernier. Maintenant, vous parlez le premier. Donc, tout d'abord, je vais répondre à monsieur. Concernant la promotion de Teriaka, est-ce que nous sommes visibles, nous sommes sur un guide, etc. Et bien sûr, nous sommes visibles sur la toile. On a un site internet. Donc, après, ceux qui veulent se procurer des flyers, j'en ai quelques-uns. Donc, on a un site internet, on est sur Facebook, qu'on a vraiment beaucoup. On est sur booking.com, on est sur TripAdvisor, Airbnb, Instagram, on est aussi sur ausenegal.com, c'est un site local. Et nous sommes aussi sur Jumia Travel, Jovago, ancien qui s'appelait Jovago. Donc actuellement je suis en train de faire des démarches pour intégrer le guide du routard, qui est vraiment très très important. Donc nous, on est visible, si vous tapez Teriaka sur internet, vous retrouvez, on est sur le site officiel de Tourisme Sahel. Et une chose que j'avais oublié de dire, le gouvernement sénégalais est très content d'avoir Tourisme Sahel au Sénégal et Teriaka comme modèle de formation au Sénégal. Avec le modèle du PSE, Plan Sénégal émergent, si vous tapez tourisme responsable, vous verrez directement Tourisme Sahel, l'action que Tourisme est en train de mener au Sénégal. Donc ils se réjouissent, mais derrière, ils ne nous accompagnent pas. Donc, ce modèle. Donc,
Comme je l'avais dit tout au début de mes propos, je crois au tourisme responsable. Et pour que le tourisme vraiment au Sénégal en particulier puisse prendre son envol, il faut l'implication aussi du secteur privé, évidemment, et ne pas penser à remplir tout seulement ses poches au détriment de l'environnement, au détriment de la population locale également. Donc si on doit implanter une entreprise touristique, il faut tout d'abord impliquer la population locale. Car avec la population locale, quand on collabore avec la population locale, l'entreprise vraiment peut vraiment être plus solide. Également, l'environnement qui est notre source de vie, sans lequel on ne peut pas respirer, on ne peut pas vraiment. Quand les gens se plaignent parce qu'il y a beaucoup de pluie, je vous demande, est-ce que vous ne buvez pas de l'eau? S'il ne pleut pas, il n'y aura pas de nappe phréatique. Les arbres ne vont pas pousser, les animaux vont mourir, on ne va plus manger de viande, on ne va plus manger de poulet, voilà, etc., etc. Donc l'environnement, c'est la première des choses qu'on doit respecter. Et ça, j'interpelle tous les acteurs qui veulent se lancer dans le secteur touristique et dans les autres secteurs, qu'ils respectent vraiment cet aspect qui est très important. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, à vous. Que dire sinon que le chantier est vaste. Il reste beaucoup à faire, mais je pense qu'il y a suffisamment d'initiatives. Je ne connaissais pas ce centre, cette formation par exemple en Angleterre. Je trouve qu'il y a de plus en plus de. Et ça, c'est un signe que si les gens se forment à faire un travail dans le tourisme responsable, c'est un signe que le tourisme responsable a un marché. Donc il y a des signes comme ça qui donnent foi que ça peut aller mieux. Les gouvernements, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour que ça se passe pour éliminer la corruption et tout le tralala. Je dirais que ça, pareil, c'est au quotidien. C'est au quotidien. Et il y a, tout comme il y a encore énormément et beaucoup trop de cas de ce type, nous on voit dans certains pays dans lesquels on travaille, aussi la Tanzanie par exemple, où un progrès énorme a été fait. Et l'une des manières de contrôler, d'éviter la corruption, c'est la transparence. Donc quand vous avez la CNUSED par exemple, un exemple d'action concrète, la CNUSED a travaillé avec beaucoup de pays pour tout mettre en ligne, les transactions portuaires, importation-exportation, donc on est leader là-dedans, dans 96 pays et territoires du monde, ça réduit tout de suite les fuites, parce que tout est automatisé, si vous voulez. Donc la transparence à travers les nouvelles technologies ou à travers l'informatique aide pas mal. Pareil pour créer une entreprise. Donc on a aussi ce qu'on appelle des one-stop shop où vous allez là, tout est visible en ligne. Ça réduit, encore une fois, ça ne élimine pas tout, mais ça réduit tout. Et ça change la manière de voir les choses. Le fonctionnaire qui aurait peut-être demandé de l'argent pour faire ça, il ne peut plus. Et donc à force de ne plus le demander, il perd l'habitude de demander un petit quelque chose, etc. Donc il y a quand même matière, et je trouve qu'avec plus le monde, plus les technologies prennent de l'ampleur, plus c'est pratique de faire du business vraiment avec une optique de transparence. Et les e-governments, c'est pareil pour les gouvernements, donc plus vous avez cela, plus les choses changent. Et ça reste aussi un travail de lobbying, parce que les cadres réglementaires et la loi, et c'est pareil aussi en Europe et ailleurs, c'est en allant voter et en allant voir ce qui se passe au Parlement, qu'en tant que citoyen, on arrive à changer les choses. Parce que c'est ça qui définit ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Par exemple, dans le cadre bancaire, moi j'ai toujours été frappée comment on me vole légalement en Suisse. C'est-à-dire Oui, c'est-à-dire que je connais. Oui, il y a plein de choses comme ça. Et c'est pas que les banques, plein de choses comme ça. Pourquoi vous payez un café de temps? Bon, il y a après le coût de l'emploi, mais quand vous voyez que c'est les frontaliers qui sont payés quand même 3 fois ou 30% moins que leurs collègues. Enfin, je veux dire, la vie, et c'est pour ça que l'économie et les sciences économiques sont un domaine important, c'est de faire comprendre que toute la vie économique est régulée par la loi. C'est la loi qui définit ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Et donc c'est pareil dans les pays. Les gens souvent pensent qu'en changeant de président, ils vont changer de vie. Non, c'est en changeant les lois. Donc voilà la réponse à votre question. Et je pense que c'est ça ma conclusion, c'est que peut-être faire beaucoup plus de prise de conscience au niveau des associations dans les pays, en parallèle
des activités de ce type, de faire prendre conscience que si le gouvernement ne réagit pas, c'est peut-être au niveau de la loi qu'il faut faire du lobbying. Parce que le gouvernement exécutif n'est pas forcément, même s'il est reflété au niveau législatif, moi l'expérience des pays dans lesquels je travaille, c'est que si ce n'est pas des textes de loi sensibles et qui touchent deux groupes très puissants dans le pays, en général les députés ils votent tout. Parce qu'ils ne regardent pas. Donc si quelqu'un fait le travail de fond pour proposer le texte de loi à travers un ministère donné, à moins que ça touche des intérêts particuliers d'un groupe puissant au niveau du gouvernement ou pas, en général ils approuvent beaucoup de choses. Donc je pense qu'il faut faire ce travail-là quand le dialogue a ses limites. Voilà, très rusé. Très rusé. Bon, alors, la tâche m'incombe de parler à présent. Et, bon, idéalement, il faudrait que la responsabilité de tous les acteurs s'infiltre dans toutes les niches touristiques, que ce soit présent sur tous les échelons, etc. De même que la durabilité. Le tourisme en son ensemble devrait tendre vers la durabilité pour devenir un véritable tourisme durable en quelque sorte. Et là, vous avez le rôle important des labels, par exemple. Hein. Et si on pouvait mettre en place de véritables labels, bien contrôlés, transparents, sans qu'il y ait des dérives style Max Havelaar, qui n'est plus exactement ce que c'était au début, par exemple, ce serait pas mal. Et comme ça, peu à peu, on pourrait peut-être arriver à mettre en place un tourisme qui promeuve la paix et l'entente entre les peuples également. Et c'était ça le rêve qu'on nourrissait par rapport au chemin de fer au XIXe siècle. Et le chemin de fer va emmener la paix entre les pays. Bon, ça s'est pas fait. Même la grosse Berthe a été transportée via chemin de fer. Mais le tourisme, ça pourrait être un outil intéressant de contact entre les gens, d'instaurer du respect, de voir que finalement on n'est pas si différents les uns des autres. Hein. On est tous, on meurt tous. Voilà, on essaie d'une manière ou d'une autre nous rendre la vie un peu plus douce quelque part. Hein. Un peu de gentillesse, hein, même si c'est un mot décrié. Hein. Être gentil, on passe pour un idiot quelque part. Oh, je suis trop gentil. C'est bien. Non, la gentillesse, ça doit être au cœur de nos existences. Bon, voilà. Très belle conclusion. Ça va?